I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Berthomé et j'anime ce podcast en compagnie de Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet, ainsi que Philippe Chapeau, fondateur du Podcast Magazine qui, soit dit en passant, sortira son deuxième numéro à la mi-janvier. Alors Bruno et Philippe, comment ça va? Bonjour, les nouvelles sont bonnes? Oh, plein de choses, plein de choses, plein d'actualités, plein de choses qui se passent dans l'univers du podcast. Bon. Et c'est surprenant parce que c'est juste avant le temps des fêtes et tout ce matériel arrive. Alors, il se passe beaucoup de choses. Alors, vous allez nous parler de tout ça. Je vais justement annoncer nos sujets du jour. Dans ce deuxième épisode, on va parler d'un nouveau service pour le podcasting par Adobe pour les Canadiens. Et ça se nomme Adobe Podcast, dont une version est déjà en ligne. Mais on verra avec toi, Bruno, que d'autres choses s'en viennent. Et Philippe, tu nous parleras aussi de Ocha, qui maintenant est certifié IAB. Alors, on va s'intéresser aussi un peu plus largement à cette histoire d'IAB, l'Interactive Advertising Bureau, et du calcul des écoutes de podcasts qui reste pour beaucoup une chose assez mystérieuse. Et puisqu'il est pratiquement impossible de passer une semaine sans parler de la célèbre entreprise suédoise, Bruno va nous parler du Trends Report de Spotify avant notre plat de résistance de cet épisode qui sera une longue entrevue avec celui qui a réalisé plusieurs des podcasts que j'ai créés, Cédric Chabuel, qui est selon moi l'un des meilleurs réalisateurs au Québec. Alors il est avec nous. Salut Cédric. Salut, bonjour. Ah, t'es en forme, Cédric? Oui, ça va bien. Je vous dirais que quand on est sur une émission, il a un peu plus de voix que ça. Non, Stéphane, ça marche pas. Non. Bon, non, mais écoute, là, c'était très bien. C'est très bien cette intro. Il y a juste 3 points de montage. C'est déjà du progrès quand même. Oui, non, mais je savais qu'il allait me tailler. Et je suis vraiment content que tu sois là, Cédric, parce que je veux qu'on parle dans cette émission de la réalisation. Puis bon, on est avec deux autres co-animateurs qui s'y connaissent. Donc, je suis sûr que ça va être passionnant. Mais avant d'y venir, on va aborder les sujets du jour avec Bruno et Phil. Et je salue notre partenaire Edisound qui offre des solutions pour multiplier de façon tout à fait vertueuse les écoutes de vos podcasts pour qu'on puisse maintenant lancer notre premier sujet. Bruno, on commence avec toi et avec ce Adobe Podcast qui est un service en ligne qui est en train de prendre de l'ampleur. Ouais, écoute, c'est un peu la suite d'un projet qui existait déjà. Moi, j'avais vu ça passer l'an dernier, presque à pareille date. On parlait de décembre 2021. C'était, et là, bon, la prononciation, ça dépend de où vous habitez sur la planète, là. Mais moi, j'appelais ça Shasta de Adobe. Mais il y a d'autres prononciations, probablement. S-H-A-S-T-A. Et donc, l'idée là-dedans, si vous connaissez Descript, ça va vous donner déjà une idée. L'idée là-dedans, c'est un éditeur web de podcast. Et ce qu'on va bientôt voir et avoir accès à, c'est ce nouveau service d'Adobe Podcast. Il est basé sur le travail qui a été développé dans la dernière année par l'équipe de Shasta. Ça veut dire donc un enregistreur en ligne, mais aussi un éditeur en ligne. Et contrairement à ce que la plupart des réalisateurs sérieux utilisent, c'est-à-dire de travailler à partir des courbes, là, on travaille avec le texte pour faire l'édition. Alors, vous trouvez, je sais que Stéphane... Quand tu dis sérieux, non mais ça va être intéressant d'entendre Cédric aussi là-dessus. Quand tu dis les éditeurs sérieux travaillent avec l'audio, là, ce que tu veux dire, c'est que au fond, c'est le système de Descript, c'est-à-dire que ça va transcrire en texte, avec certainement une nécessité de correction quand même l'audio, et les gens vont travailler directement dans le texte. Quand tu retires un mot ou un groupe de mots, ça va le retirer dans l'audio. Donc c'est quand même un peu sauvage, hein. On l'a essayé tous, on sait que c'est un peu brutal. Exactement. Évidemment, tout ça carbure à l'intelligence artificielle, là, parce que sinon on pourrait pas y arriver. On va aussi offrir, c'était déjà disponible avec le vieux système, mais avec le nouveau, ça va être aussi disponible. L'enregistrement à distance, et le principe est simple, un peu comme la plupart des systèmes d'enregistrement à distance qui existent déjà. On envoie un hyperlien, la personne se branche. Pour le moment, c'est pas en vidéo, donc c'est uniquement en son. Et la personne, peut participer, et il y a une nouvelle piste qui se crée avec la voix de cet individu-là. Et
Et comme la plupart des bons services d'enregistrement à distance, l'enregistrement se fait localement, puis par la suite, le système web va rechercher le fichier local, donc ce qui nous permet de ne pas avoir de compression là-dessus. Si on veut en rajouter par la suite, on le fait, mais donc c'est la qualité du son est meilleure. Et dernier truc que moi, personnellement, je trouve intéressant, ce sont les outils qui viennent avec cette chose-là. Et notamment, d'ailleurs, je l'ai déjà utilisé pour un projet, ça s'appelle Enhanced Speech. Et là, c'est un petit module qui, d'ailleurs, est disponible présentement si vous allez sur podcast.adobe.com et que vous cherchez là sur la page. Donc, Enhanced Speech vous permet, vous chargez votre fichier audio, maximum 1 heure, puis si c'est plus long, vous coupez en 2 et puis ça va faire l'affaire. Et donc, vous chargez votre fichier audio et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle de Adobe va supprimer tout ce qui est bruit de fond, va accentuer les fréquences de votre voix et ça va donner l'impression de vraiment être dans un contexte où il y a un bon microphone et que c'est bien isolé et c'est assez impressionnant. Moi, je l'ai utilisé dans des contextes où les gens avaient des installations plutôt douteuses et le son était plutôt douteux aussi et ça fait des petites merveilles. Alors juste ça, c'est intéressant. Et puis sinon, évidemment, puisque ça veut aider les podcasteurs, ils ont un système de gabarit. Donc, une fois que vous faites le premier épisode de votre série, vous conservez le gabarit, puis chaque fois que vous faites une nouvelle édition, vous pouvez rajouter les parties parlées sur le gabarit qui existe. Sinon, peut-être un clin d'œil, il y a un catalogue musical qui vient avec le système. Il faudra voir si c'est accessible dans tous les pays, parce qu'il y a des droits à payer là-dessus. Et puis, ce qu'il y avait en développement sur la vieille version, et j'ai hâte de voir si ça va se faire dans la version Adobe Podcast, là, qui devrait être lancée dans quelques temps, c'est l'audio 3D. Alors donc, l'audio immersif, l'outil veut être quelque chose de simple qui va permettre aux créateurs amateurs de placer l'auditeur dans un contexte d'écoute immersif. Alors ça va être intéressant. Et puisque de plus en plus on est avec des systèmes audio qui permettent justement d'avoir cette capacité d'écoute, de voir que la 3D audio arrive pour les nuls, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, Cédric, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. C'est intéressant parce que moi j'ai commencé un projet justement en son 3D récemment, j'en avais jamais fait. Puis Audition, qui est le logiciel de montage de Adobe, a des grosses lacunes et des grosses limites par rapport à ces formats-là. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils sortent un produit qui se tourne vers le 3D. Puis peut-être que ça va venir avec une mise à jour des capacités de Audition, parce que Audition en gros était limité à faire du 5.1, 7.1 et puis du ambisonic. Mais là, nous, on était en ORTF 3D, donc un système à 8 micros, finalement, qui est plus performant. Et Audition n'est pas capable de gérer ce genre de projet, de router, finalement, juste ce genre de signal. Et Stéphane, si tu me permets de rajouter un seul truc, puis après j'ai terminé. Un des modules qui est déjà... Il y a 2 modules qui sont accessibles dans le système d'Adobe Podcast pour aujourd'hui. Il y a donc le Enhanced Speech, et je vous invite vraiment à l'écouter. Il y a même une démo qui vous permet d'entendre la différence, et elle est bonne, on entend bien. Mais il y a un petit truc, et ça, je trouve ça génial, encore pour le podcasteur amateur, et c'est le mic check. Ouais, j'ai vu ça. C'est tellement intelligent d'avoir pensé à ça. Et quand vous allez là, vous parlez, et l'intelligence artificielle va calculer si votre distance avec votre microphone est bon, si le volume du microphone est bon, le gain, là, pas le volume pour écouter. Après, il va calculer l'écho et les bruits environnants dans votre pièce. Alors, il y a des zones et ça vous confirme que vous êtes parfait dans les 4 catégories. Et si c'est pas correct, vous pouvez ajuster au besoin. C'est vraiment, on est vraiment dans l'ère des outils multifonctions, tu sais, du couteau suisse pour l'amateur éclairé ou en tout cas l'autoproducteur, la personne qui crée son propre podcast. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est en train de prendre une dimension assez incroyable. Je crois, Philippe, tu l'avais pas conseillé à quelqu'un dans un des groupes qu'on suit, hein? Si, moi, je l'ai, ce qu'on peut noter quand même par Adobe, c'est que ils sont en train de préparer quelque chose qui rassemble plein d'outils qu'ils ont dans leurs autres logiciels. On pense à cette réduction de bruit dont tu parles, le Enhanced Speech. Le Enhanced Speech, ils l'avaient déjà sur Rush.
Et là, l'avantage de Rush, c'est que c'était modulable, on pouvait jouer avec, on pouvait là. Par contre, on ne peut pas jouer avec. C'est-à-dire que moi, j'ai envoyé un fichier une fois où j'étais au téléphone avec quelqu'un, on entendait un peu. Ça coupe un peu, c'est un peu des fois, on aurait envie de pouvoir ajuster, on peut pas le faire. Peut-être que j'espère dans la version d'Adobe Podcast, on pourra ajuster cette notion. Mais en tout cas, c'est un peu inquiétant pour beaucoup de logiciels et d'applications qui existent déjà, qui font un peu ce que va faire Adobe. J'ai l'impression qu'Adobe réunit un maximum d'outils sans trop de complexité. Et c'est là où peut-être l'outil aura énormément de succès et pourra générer de nouveaux abonnés pour l'ensemble de la suite de la Creative Cloud, parce qu'il faut dire quand même qu'il faut être abonné à la Creative Cloud pour y avoir accès, que c'est inclus dans la Creative Cloud, mais qu'il faut quand même débourser entre 35 et 50 euros selon les abonnements. C'est quand même un gros plus. On peut avoir ce qui est pas cher c'est quand même un gros plus pour avoir une suite qui te permet de faire pas mal de choses. Oui, Cédric? Mini question sur des logiciels comme ça, parce que j'avais regardé Descript à un moment aussi, qui fait aussi d'ailleurs de la restauration de son, et puis qui travaille un peu avec l'intelligence artificielle aussi, je crois, pour développer des trucs. C'est super intéressant, mais est-ce que ça prend en compte le français déjà, ou est-ce que c'est uniquement en anglais Descript, oui. Descript, oui. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Je m'en sers maintenant pour avoir un verbatim qui est pas toujours très bon là, mais qui permet quand même de suivre quand tu réécoutes et puis de suivre tes corrections ou de demander des corrections sur un audio à un réalisateur en ayant quand même une vision de là où t'en es dans le texte. Alors, c'est assez approximatif. Je dirais qu'on est peut-être à 70% de qualité de transcription, mais oui, ça prend en compte le français et c'est quand même intéressant. Descript, pardon. Et c'est quand même assez rapide comme outil. En quelques minutes, tu passes un épisode d'une trentaine de minutes. Donc, ça va s'améliorer. C'est sûr que ça va s'améliorer. Il y a des outils, c'est vraiment utile, ça fait gagner du temps. Après, celui qui va faire la meilleure retranscription en audio en français, ça va être Autot. C'est pas très connu. AUTHOT. C'est un outil français, une start-up française qui existe depuis une dizaine d'années. Ils sont vraiment spécialisés dans la retranscription en français. Et eux, ils ont vraiment une valeur ajoutée sur ces 90% de bonnes retranscriptions en français, ce qui est assez rare. Et est-ce que je me trompe ou ils font une passe manuelle quand même à un moment donné? Tu peux la demander. Non, c'est une option. Tu peux demander la passe manuelle en plus et donc tu as un forfait qui te permet après de récupérer ton fichier. Mais c'est sûr qu'au niveau du coût, c'est quand même autre chose. Descript, on parle d'une dizaine de dollars ou une quinzaine de dollars, quelque chose comme ça, puis 3 heures gratuites dès le départ. Mais c'est vraiment un des packages qui sont en train de se développer. Puis je comprends la stratégie d'Adobe là-dedans, de regrouper tout ça, puis avec leur force marketing, puis justement déjà le bassin de clientèle qu'ils ont, ça va certainement frapper très fort. On va passer à notre deuxième sujet. On est déjà en retard sur le planning, évidemment. On va passer c'était prévisible. On va passer à notre deuxième sujet. Philippe, tu nous parles de Ocha, qui est maintenant classé IAB. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors IAB, on le connaissait pas trop en France parce que on entend beaucoup parler de la CPM qui était quand même là aujourd'hui la mesure d'audience. Donc il faut. Alors je voulais en effet parler de Ocha très rapidement mais je vais vite aller vers l'IAB et vers la CPM pour essayer de comparer. J'ai posé quelques questions à quelques spécialistes et donc je vais vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne parce que c'est pas forcément très très clair même auprès des professionnels. C'est pas très simple. Donc en gros, aujourd'hui la norme IAB et on le verra tout à l'heure, l'IAB va au-delà de la norme maintenant puisqu'ils font aussi de la certification, donc ils marchent un peu sur les plates-bandes de la CPM, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est que maintenant le minimum d'écoute est de 1 minute, ce qui n'était pas le cas forcément avec la CPM auparavant, même si la CPM a validé la norme et est revenue comme la norme de l'IAB, donc les deux normes sont à peu près équivalentes. Les fausses écoutes sont filtrées. Et donc ça permet et j'en parlais d'ailleurs dans Podcast Magazine dans l'intro et James Cridland en parlait aussi dans Pod News. Il avait fait toute une analyse pour savoir et pour expliquer que il y a pas mal d'écoutes qui sont pas filtrées. Donc ils ont mis des user agents pour filtrer les user agents qui sont invalides et repérer les potentiels robots, ces fameux bots dont on entend parler beaucoup et qui il y en a qui s'amusent à créer des bots. Ouais, puis les fermes à clics qui
sont vraiment relancés sur le podcasting. Moi, j'ai reçu des tas d'offres par LinkedIn notamment pour $2, on te booste tes écoutes aux quatre coins du monde. Hein. C'est vraiment devenu un phénomène qui a pris une ampleur incroyable, ça. Donc ils essayent en fait de trouver les auditeurs légitimes et de sortir les auditeurs illégitimes. Alors on y arrive, bien entendu. Maintenant, tout a quand même sa limite, et notamment le fait que si toi tu changes de ta voiture à ta maison et de ta maison après tu pars avec ton téléphone portable et que vous avez et c'est des connexions différentes, eh bien tu as 3 adresses IP, et donc c'est quand même 3 auditeurs qui ne sont pas des vrais auditeurs. Ouais. Donc il y a toujours cette limite là. Et la dernière donc chose qui se passe au niveau de Ocha et qui est passé en IAB 2.1, c'est que quand l'auditeur sous 24 heures en fait veut réécouter l'épisode dans les 24 heures précédant sa première écoute, bah, ça compte comme une écoute, et une fois que la fenêtre de 24 heures suivant cette première écoute est dépassée, eh ben ça compte désormais comme une deuxième écoute. Donc voilà, donc ça, alors ce qu'il y a noté, c'est... Juste récapituler, les paramètres, c'est 60 secondes d'écoute, une écoute unique toutes les 24 heures, et une adresse IP, bon, en tenant compte du fait que ça peut varier. Oui, Bruno, tu voulais ajouter un truc? Ben, ce qui m'embête avec ce système-là, c'est que pour certains podcasts qui sont écoutés par plusieurs membres d'une famille, ça ne compte toujours que pour une écoute. Et ça, c'est aussi encore malheureux. Oui, tout à fait. Alors, si vous avez 2-3 personnes qui écoutent le même podcast dans une période de 24 heures, dans un même endroit qui est branché avec le même modem, le même routeur, ben c'est qu'une écoute. Ouais, je continue sur l'IAB et la CPM. Donc en fait, en gros, pour résumer, la CPM et l'IAB aujourd'hui proposent à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une norme et il y a une certification, ce que ne faisait pas l'IAB auparavant, puisque je rappelle que l'IAB proposait une norme ouverte et gratuite pour qu'on puisse comparer tous nos chiffres. Et elle est toujours gratuite. La norme pour tous les utilisateurs, tous les podcasteurs, c'est gratuit. Ce qui n'est... Oui. Mais Philippe, je te coupe. Si quelqu'un veut obtenir des chiffres IAB pour son podcast, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut se faire certifier. Et c'est la certification one shot pour faire valider que la norme est correctement appliquée. Et donc là, cette certification, maintenant, depuis peu de temps, elle doit être faite de manière périodique. Ça veut dire que l'IAB maintenant met un fee pour les membres et pour les non-membres, et qui est pas donné, hein. Donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas se certifier. Par contre, tout le monde peut utiliser la norme gratuitement, mais pour se certifier, eh bien pour on va dire pour la première certification pour un non-membre, c'est quand même $17 500. Ensuite, pour quand on est membre, c'est $12 500 pour les membres. Et pour se refaire certifier, normalement, c'est tous les ans à peu près. Pour les non-membres, c'est $8 750. Et pour les membres, c'est $6 250 une fois qu'on a déjà été certifié une fois. Donc, en fait, l'IAB est en train de se positionner comme un organisme de certification de mesures d'audience. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, pourquoi faire... Et moi, je me posais la question, et je posais la question aux podcasteurs et aux professionnels. J'ai dit, mais pourquoi être à la CPM si on est à l'IAB ? Eh bien, la question se pose maintenant. Donc, la CPM, c'est quoi ? C'est 300 podcasts à peu près, donc assez peu, qui font que... ils sont référencés. Ils sont référencés, mais parce qu'ils payent. Puisque c'est comme ça que ça un peu fonctionne. comme Triton ici au Canada. On a ça aussi ici au Canada. Oui. Donc en fait, tu payes la CPM pour être dans le classement, alors que l'IAB est gratuit, sans certification, et facture par contre à l'hébergeur avec certification. L'IAB, il facture Ocha. C'est Ocha qui va payer cette facture dont je vous ai parlé et qui va permettre à tous les utilisateurs d'Ocha d'avoir accès à ces statistiques, bien que le podcasteur lui-même puisse aller se faire normer, donc avoir utilisé la norme IAB de manière totalement gratuite. Donc en fait, il y a... Mais ça, c'est un gros plus pour Ocha. C'est un gros plus pour Ocha, c'est un gros plus pour tous les éditeurs et tous les hébergeurs en fait qui veulent être IAB V4. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'avantage de la CPM, c'est que c'est réservé aux podcasteurs qui ont une audience assez conséquente et qui est apparemment l'unique intérêt, c'est d'avoir en fait de la visibilité sur le classement ACPM et de se dire je suis premier. On a vu par exemple, chose à savoir, sortir parce que Mégaphone n'est pas ACPM, ils sont IAB. Eh bien, chose à savoir est sorti, faisait 6 millions de téléchargements par mois et le premier du classement du mois d'après était à 1,5 million.
Donc en fait, le classement ACPM permet d'avoir de la visibilité par rapport à ceux qui payent la certification ACPM. L'avantage de l'IAB, c'est la spécification qui est gratuite et donc accessible à tous et permet de comparer en fait des audiences de podcasts hébergés sur des plateformes qui sont hétérogènes. Et il y a plein de plateformes d'hébergement aujourd'hui qui se certifient IAB pour pouvoir justement avoir cet équilibre de comptage entre les différentes plateformes et les différentes normes. Alors, je voudrais préciser quand même une dernière chose, c'est que il existe une troisième solution qui est encore un peu balbutiante, mais qui semble intéresser de plus en plus, qui présente les avantages de l'IAB et de l'ACPM en même temps, c'est OP3. Donc, je vous en parle. À vous d'aller chercher si vous trouvez, et on en reparle dans le prochain podcastologue. Mais Stéphane, quand même un mot par rapport à la raison pour laquelle OSHA a décidé d'être certifié IAB, c'est quand même parce que maintenant il se déploie en Amérique du Nord et que ici c'est la norme. Et donc, de là l'intérêt pour eux d'utiliser la certification IAB. Ouais. Tout à fait, ouais. OSHA, on a vu là, ils commencent à communiquer de manière assez intéressante. Ils attaquent les États-Unis. Ils ont une personne qui est dédiée maintenant aux États-Unis. Donc l'OP3, ça s'appelle l'Open Podcast Prefix Project. C'est un service en fait d'analyse de préfixes de podcasts gratuits open source. Voilà, donc vous pouvez les chercher. Et là aussi, il va y avoir un moment donné où tout ça va y avoir un ou deux qui vont sortir du lot parce que on peut pas cumuler comme ça des systèmes de validation ou des systèmes d'analyse qui vont être concurrentiels les uns aux autres, alors que l'objectif c'est d'avoir une norme qui sort et qu'on puisse donner des chiffres qui soient compréhensibles par tout le monde, surtout pour les gens qui font du podcast commercial, pour des marques. Oui, et puis il y en a qui surtout font ces certifications et après les analysent et font payer ça aussi en service à valeur ajoutée. Exact. Bruno, on finit avec l'info de Bruno. Tu as 1 minute pour nous parler du rapport mégaphone de Spotify, le Trends Report de Spotify, dont on mettra un résumé dans le lien de l'épisode. Ouais, mais je pourrais faire comme Podcastophile et dire faites vos recherches, vous allez le trouver. Mais rapidement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'augmentation importante de l'écoute. Juste un exemple, la France, 379% d'augmentation cette année d'écoute de podcast. C'est énorme. Quand on regarde maintenant les tranches d'âge où il y a eu de l'augmentation, et ça c'est intéressant, c'est chez les 13-17 ans, 49% d'augmentation dans ce segment d'âge-là. Alors quand on disait que c'était pour les plus vieux. Ça, c'était une clientèle qui était pas très touchée par le podcasting jusqu'à présent. Donc puis c'est la clientèle du futur. Exactement. Et, on le sait, et tu le confirmes à chaque fois que Stéphane, avec Cédric, vous sortez un podcast dans le True Crime, mais c'est une catégorie qui fonctionne très bien, mais les catégories qui sont en émergence dans la dernière année, c'est tout ce qui est santé et fitness, religion, spiritualité, des podcasts musicaux et l'histoire. Alors, ces 4 catégories-là, ce sont les catégories qui sont en augmentation. Les technos comme moi, c'est statu quo, on est en bas du palmarès, mais bon. Mais vous étiez déjà en domination complète, là, arrêtez, non, mais là. On est là depuis trop longtemps, et c'est le message que tu as envoyé. Sinon, rapidement, ce qui est le plus intéressant, au niveau de la promotion croisée, tu sais, la mention de d'autres podcasts à l'intérieur, c'est dans la catégorie des True Crime où c'est le plus rentable de faire de la publicité croisée. Alors, si tu vas annoncer dans des productions que tu fais à Radio-Canada qu'on peut aussi t'écouter sur Cube Radio, ça a l'air que ça pourrait avoir un certain impact. Sinon, c'est au niveau de la... Je suis pas sûr de celle-là, par contre, mais par contre, il y aura une mention du podcastologue dans le 3e podcast True Crime et le plus écouté en France, qui est L'Heure du crime, avec Jean-Alphonse Richard, qui m'a invité à une émission qui sera diffusée dans les prochaines semaines. Allez, très fort, Stéphane. Donc, je termine ma minute en disant que d'autres catégories où la promotion croisée fonctionne très bien, évidemment, tout ce qui est comédie, documentaire et dramatique. Alors, voilà. Mais ce Trends Report, moi, il y a un truc, je l'ai regardé aussi, il y a un truc quand même qui m'interpelle. Quand tu parles des chiffres, on parle de plusieurs centaines, des fois, de pourcentage d'augmentation. Et j'ai du mal à faire coller ça. J'y reviens parce qu'on en a déjà parlé, mais j'ai du mal à faire coller ça avec vous m'avez vu venir, avec le résultat du sondage Havas. Mais c'est un non-sondage. Festival. Ok, sois pas trop dur, Philippe, mais oui, c'est vrai que on est bien d'accord. Là, on voit bien qu'il y a un décalage complet avec le résultat du. Ça va parler à 70 de leurs amis autour d'eux.
On s'entend, là? 1000 personnes, on va être juste avec eux. Ils ont parlé à 1000 personnes, dont 80 ou 90 auditeurs réguliers de podcast. Voilà. Bon, alors, avec tout ça, 190. 190, voilà. Merci Philippe. Alors, que tout ça ne nous empêche pas de nous lancer dans notre entrevue. Et messieurs, je vous invite à le questionner autant que vous le désirez avec Cédric. Cédric, juste pour rappeler ton parcours, et tu vas me le compléter, mais tu as été formé à l'Institut international de l'image et du son, c'est ça, dans les années 2000. Ça fait à peu près 20 ans que t'es dans le milieu. T'as fait de la photo, t'as fait de l'image, tu fais du son, puis tu mêles très judicieusement souvent les différents médiums, hein, l'image, la photo, le son. T'es ce qu'on pourrait appeler un artiste pluridisciplinaire. T'as une approche que je connais qui est à la fois très artistique du travail sonore, parce que tu crées aussi tes ambiances musicales, tu t'investis beaucoup dans la création de tes réalisations, mais en même temps, et je l'ai appris au fil du temps, et c'est une grande qualité. Je trouve que tu es un très très grand maniaque de la précision, tu es un très très grand maniaque de la qualité. Pour moi, tu es un référent à ce domaine. Et puis, donc, comme je le disais, on a travaillé près de 5 années ensemble, donc je sais assez bien comment tu travailles. Alors, parle-nous d'abord de ton parcours un peu en tant que réal, parce que, comme plusieurs d'entre nous ici, t'es français d'origine. Oui, bah écoute, mon parcours, on va essayer de le faire vite là, mais en gros, j'ai terminé les études en cinéma en 2001. Je me destinais pas spécialement au son à la base, parce que en tant qu'adolescent, j'étais vraiment dans la musique et la vidéo. Je faisais beaucoup de vidéos amateurs. Donc je pensais vraiment plus à la vidéo et au cinéma. Puis en cours de parcours d'études, finalement, le cinéma m'intéressait moins, parce que je trouvais ça très lourd en termes de production, en termes de travail d'équipe, en termes de relations humaines. Bon, voilà. Et donc quand j'ai fini mes études, j'étais en stage à l'émission mythique en France qui s'appelle Trax, qui passe sur Arte. J'étais en stage à cette émission-là parce que j'avais fait un documentaire vidéo sur la musique électronique qu'ils avaient beaucoup aimé, puis c'était mon projet de fin d'études. Et c'est là que j'ai entendu parler du projet Arte Radio, finalement, qui était en train de naître à l'interne à Arte. Au départ, c'était pas un projet qui était tout de suite public, c'était un projet un peu expérimental à l'interne. Et donc c'est là qu'on m'a référé pour commencer à essayer des choses avec Arte Radio. Et donc ça a commencé finalement dès la fin de mes études. Je me suis retrouvé à faire des créations sonores à durée variable disponibles sur le web. Voilà. Puis assez rapidement, Arte Radio a embarqué dans les flux RSS. Puis donc c'est devenu un podcast sans vraiment tout à fait savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Puis après, quand j'ai immigré au Québec en 2005 avec ce background-là. Et puis, il y avait à l'époque une émission à Radio-Canada qui s'appelle Bande à part, qui s'appelait Bande à part, parce que ça n'existe plus, hélas, qui était intéressé déjà à me rencontrer. Donc, je suis arrivé au Québec avec un numéro de téléphone et puis j'ai commencé à travailler, à faire des podcasts qu'eux appelaient vraiment des podcasts à Bande à part. Ça a duré quelques années. Ils appelaient ça des balados, non? Ou des Ils appelaient ça des podcasts. Et on faisait d'ailleurs aussi des podcasts vidéo, d'ailleurs, aussi, à cette époque-là. Et puis j'ai fait quelques séries avec eux. Et puis après, le documentaire, quand Bande à part a disparu au Québec, puis les émissions qui diffusaient des reportages ou des documentaires de terrain ont disparu aussi des ondes, moi je suis reparti un petit peu à faire de la vidéo pendant quelques années. Et avec plaisir, en 2015-2016, c'est l'arrivée des podcasts un peu plus produits, de séries documentaires. Puis là, j'ai recommencé à travailler plus dans mon domaine. Puis finalement, c'est vraiment ça mon domaine, parce que c'est vraiment, pour moi, ça m'intéresse plus. Puis je suis meilleur là-dedans que dans la vidéo ou dans la photo ou quoi, ou même la musique, qui reste des hobbies en fait. Et si tu devais nous dire en quoi l'audio est vraiment distinctif de la vidéo et des autres médiums, tu dirais quoi? C'est dur à exprimer, je pense. Mais moi, je vois ça comme une forme d'art, hein, comme les autres. Donc, c'est de l'art et c'est de l'artisanat. Puis, donc, il y a des différences qui sont subtiles, mais qui en même temps sont hyper importantes. C'est sûr que
il y a beaucoup de points communs avec le cinéma, parce que les étapes ressemblent beaucoup, ou avec la télévision même. Puis même le rapport que le cinéma entretient avec la musique, par exemple, ça ressemble aussi beaucoup, je pense, dans le travail qu'on fait en balado. Tu sais, la musique peut jouer un rôle qui est en second plan, mais qui en même temps est primordial, puis finalement colore toute l'œuvre. Qui est centrale si elle est. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement comme ça que j'explique un podcast natif à quelqu'un. C'est quoi un podcast natif? Et moi, ce qui est le plus proche dans l'explication pour que quelqu'un comprenne, je dis, c'est comme un film au cinéma. Il y a un côté production qui est impressionnant. Ouais, et c'est juste nous pour aller d'un peu plus dans le détail sur les productions qu'on a menées ensemble, on scénarise, on arrive quasiment presque à du scène à scène, comme on ferait avec un scénario de cinéma. Tu sais, on fait des blocs. Ces blocs-là sont quasiment indépendants les uns des autres. On parle de blocs qui changent en fonction des personnages qui changent, des lieux qui changent ou des moments qui changent. Donc, on est vraiment très très proche d'une écriture cinématographique finalement. Et moi, j'ajouterais quand même que oui, il y a un lien très fort entre l'ambiance musicale et le sujet. J'ajouterais quand même que le fait qu'il y ait qu'un vecteur de communication qui est l'audio, pour moi, ça permet de concentrer, complètement le travail et de moins, je veux pas te dire se disperser parce que c'est pas de la dispersion l'image, mais d'être vraiment beaucoup plus focus sur cet élément-là. Oui, puis il y a l'aspect intime aussi du son, qui est très très fort. Puis c'est là où tu vois l'autre parallèle que je ferais. Pour moi, le podcast. En tout cas, la forme de podcast que moi j'ai l'occasion de faire, qui est vraiment du podcast natif, des séries très construites. Pour moi, ça se situe un peu entre le cinéma et aussi la littérature, parce que il y a ce côté très intime puis très introspectif que peut offrir la littérature. On peut l'avoir dans l'audio. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de projets à la première personne, dans le monde du balado, etc. Je trouve qu'il y a quand même de grands liens entre... Et puis dans la littérature, j'inclus le théâtre, là, mais je pense qu'il y a des... C'est un peu des formes d'art qui sont frères et sœurs aussi. Donc ça se situe un peu entre le cinéma puis ça. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Bruno, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais juste ajouter que l'idée là-dedans, c'est que quand on fait de la vidéo, l'audio est au service de la vidéo. Et tu vas travailler ton son en fonction de ça. Tandis que quand tu es dans l'audio, c'est ta plateforme, c'est ton outil. Et si tu veux raconter ton histoire, il va falloir que tu l'utilises. Et il n'y a rien comme passer un segment froid, juste la clip audio, et d'aller y rajouter juste un petit peu de musique en dessous. On vient de changer l'émotion. Et c'est le même truc qu'on fait au cinéma, là. Enlève la musique au cinéma et puis ou à la télé, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est des outils et c'est un travail. Mais tu vois, ce que Cédric dit, c'est vrai. Puis si tu fais de la dramatique radio, si tu fais du documentaire radio, c'est les mêmes principes qui sont appliqués dans ce domaine-là. Bon, il s'en fait moins maintenant, là. Puis un peu comme tu disais, Stéphane, c'est ça, c'est qu'on peut se concentrer sur ce qu'on fait, le son, et ce qu'on envoie entre les deux oreilles des gens. Un petit peu de pratico-pratique, Cédric, de façon simple, mais comment tu détaillerais les étapes de la construction d'un podcast du point de vue du réalisateur? Ouais, les étapes de réalisation, ça varie évidemment suivant le type de projet, mais par rapport aux séries documentaires, pour moi, c'est vraiment un travail qui est conjoint dès le début avec la personne qui porte le podcast. Donc, ça peut être un journaliste, un animateur, ça peut être n'importe qui, en fait. Mais la personne qui porte l'histoire, c'est pas moi. Donc, dès le début, c'est des étapes qu'on fait ensemble. Puis, ça va être... d'abord, ça va être de déterminer, de préciser autant que possible le concept. C'est l'axe. Donc, à partir de là, on va être capable d'imaginer un univers sonore, et moi très vite je vais aller faire des recherches musicales parce que je pense que ça va tout de suite nous donner une meilleure idée, puis on va être capable d'écouter tout de suite quelque chose avant même d'avoir enregistré quoi que ce soit. On va être capable d'écouter quelque chose qui nous met dans un état d'esprit, puis on se dit ok, ça va être peut-être ça notre ambiance. Tu sais Stéphane, dans ce qu'on a fait ensemble, on a quand même essayé à chaque fois de trouver une identité musicale qui était très distinctive, parfois en fonction de l'époque, parfois pas.
parfois en fonction d'une référence de cinéma ou de télévision, voire même qui cassait ou qui venait un peu en opposition avec le contenu. Et je dois dire que aujourd'hui, tu vois, quand je pense à des projets ou que je suis sur des projets, ça devient vraiment essentiel pour moi d'avoir une image musicale en tête. Et je me rends compte de plus en plus que même la construction de la narration est plus facile avec une ambiance sonore, en tout cas un début d'ambiance sonore ou une idée de l'ambiance sonore. Moi, je le vois au niveau de l'écriture, ça m'aide beaucoup. C'est devenu vraiment un élément important, Bruno. Cédric, est-ce que tu l'entends, le podcast, avant de le faire? Ben, j'essaye assez vite de pouvoir l'entendre, ouais. Soit donc par la musique un petit peu, mais au début, les premières séries que je faisais, par exemple, quand c'était des séries qui duraient sur plusieurs semaines d'entrevues ou de collectes, tu sais, par exemple, je faisais genre une sieste, ou pas vraiment une sieste, mais une méditation, mettons, en écoutant les entrevues brutes. Puis bien souvent, juste en étant en train de rien faire du tout, puis en écoutant, j'avais comme des images ou des ambiances, tu sais, qui naissaient. Mais sinon, moi, c'est ça c'est l'étape à laquelle j'allais venir, en fait, après le concept, puis un peu l'esthétique, assez rapidement. Moi, je commence à enregistrer le plus tôt possible dans le projet, tu sais. Donc, dès qu'on a des idées qui se concrétisent ou même des discussions, certaines discussions, on peut même directement les avoir en studio ou les avoir avec un micro pas loin. Puis dès que je commence à avoir du son, ça permet de commencer à monter des petits bouts. Puis c'est à la fois, c'est pour moi, pour pouvoir commencer à entendre, mais c'est aussi souvent pour faire entendre à la personne, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient jamais fait de podcast, puis même qui avaient pas beaucoup fait de radio. Donc bien souvent, au départ, ils comprenaient pas vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on cherchait à faire, où est-ce qu'on s'en allait, pourquoi je leur demandais de peut-être raconter un peu l'ambiance, de détailler un peu les lieux, alors qu'ils me disaient, mais non, mais ça intéresse pas les gens. Donc assez vite de pouvoir faire écouter quelque chose aussi aux gens, ça leur donne, qui sont porteurs de l'histoire, ça leur donne un peu une idée de où on s'en va. Ouais, puis ce qu'on a appris aussi, en tout cas moi, je l'ai appris à l'usage, c'est que vers la fin, on enregistre systématiquement tout. C'est-à-dire que quand je dis vers la fin, après 2 saisons, on a bien compris, moi j'ai bien compris que même les conversations préalables méritent d'être enregistrées, même les discussions avant les entrevues méritent d'être enregistrées. Et ça, c'est du stock ou c'est pas du stock, mais en tout cas, on l'a quelque part sur un fichier et on peut éventuellement s'en servir. Bruno, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est une autre question pour Cédric. Cédric, toi, tu fais à la fois la réalisation et l'aspect technique, donc la prise de son et le montage. C'est important de mentionner ça. Oui, parce que c'est parfois découpé en plusieurs personnes, exact. Ouais, mais après, ça a des limites, justement. Tout à l'heure, on a très très vite abordé la notion de 3D, mais bon, là par exemple, quand on va sur des setups un peu plus compliqués au niveau de la prise de son, c'est pas juste le 3D, mais peut-être même, on va dire, la fiction, je me risquerais pas à le faire tout seul, à moins que ce soit vraiment dans l'esthétique du projet, d'être très brut et documentaire, genre, dans l'esthétique. Mais si c'est des projets vraiment de fiction à plus gros déploiement, là, ça dépasserait mes capacités. Mais moi, c'est ça que j'aime dans le balado, en fait. C'est quand même le côté... Moi, j'ai toujours fait de la musique, puis j'ai toujours fait du son. Donc, et j'ai toujours appris en dehors des 3 années d'études, quand même, que j'ai fait. Mais sinon, le reste du temps, j'ai beaucoup appris par moi-même. Puis j'ai toujours été un peu dans l'expérimental aussi, autant en vidéo que en musique. Donc ça, c'est un des aspects qui m'intéresse dans le podcast et c'est super accessible. Et c'est aussi l'aspect qui a fait que j'ai tourné le dos à mes idées de cinéma, tu sais. Parce que finalement, c'est l'aspect que j'ai pas aimé dans le travail d'un court-métrage. C'est de me dire, mon Dieu, on fait 10 minutes, puis finalement, on est comme 100 personnes pour faire 10 minutes de contenu, puis ça prend plusieurs mois, et pendant ce temps-là, j'ai l'occasion plusieurs fois de me dire que ça vaut pas tout ça, finalement, que ça vaut pas toute cette énergie humaine, que ça vaut pas tout... donc ça, je trouvais ça lourd à porter, d'être à la tête d'un bateau qui est très, très, très chargé, mais que finalement, il s'en va pas très, très loin, au final. Il faudrait vraiment être un artiste un auteur très très accompli pour trouver que ça vaut le coup, quoi. Et justement, c'est un élément quand même
c'est l'envers de ce que tu viens de dire, c'est que finalement tu portes énormément de chapeaux. Tu sais, Bruno vient de le rappeler, tu fais la prise de son, tu fais la réal, c'est-à-dire la vision du projet, et tu fais la technique, c'est-à-dire le montage, etc. Comment tu t'organises pour tout ça? Est-ce que tu te fais un plan à l'avance avant de te lancer dans le projet? Est-ce que tu as une méthode de travail pour gérer les rushs, pour gérer ton découpage? Comment tu fais dans cette masse de choses que tu as à gérer? Comment tu t'organises? C'est une bonne question. Mais en fait, j'ajouterais un chapeau parce que finalement, le chapeau le plus important au final dans tout ça, c'est surtout la scénarisation. Tu sais, c'est de réussir à faire une histoire avec ce qu'on a, puis de réussir à emmener à la fois la personne avec qui tu travailles parfois dans certaines directions pour l'histoire, parce que c'est une question de rythme, une question d'émotion, ou une question de et aussi évidemment d'emmener les auditeurs dans une histoire. Donc c'est beaucoup axé sur ça. Après, la façon de travailler, tu sais, comme la façon de dérocher ou la façon de prendre le son, c'est beaucoup axé sur ça. Par exemple, pour la série sur le rap, la naissance du rap francophone au Canada, où on explore chaque secteur finalement où est né le rap francophone. On sait qu'on travaille sur un secteur, on sait qu'on travaille sur une réalité qui est culturelle, qui est sociologique, qui est économique, qui est culturelle, qui est géographique. Donc dès le début, dès la prise de son, ça commence à entrer dans la réflexion. Tu sais, on se dit ok, on va pas faire les entrevues en studio, on va les faire dans la rue, on va les faire sur place, aux endroits où il s'est passé des choses avec les gens. Donc le concept, et le dérochage, ça va être la même chose. Si tu veux. Donc toutes les étapes après, ça va être axé sur qu'est-ce qu'on raconte. Donc ta vision du projet, elle va conditionner la façon dont tu vas le mener, pas uniquement d'un point de vue du sens de la réalisation, de là où on veut aller, mais aussi la façon matérielle dont tu vas le mener, en extérieur ou avec tel ou tel matériel, avec tel ou tel moyen, etc. Ouais, ça c'est intéressant. Pour clore cette entrevue, j'ai envie de te demander quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la réal audio, dans la réalisation de podcasts? Qu'est-ce que tu lui dirais là à quelqu'un qui veut vraiment faire ça, qui a la passion, puis qui veut en faire son métier? D'écouter le travail des autres, parce que et dans tous les styles aussi différents, parce que là il y a beaucoup à apprendre, autant au niveau de comment le contenu est porté, comment l'attachement est créé aussi, tu sais, comme les balados de discussion. Je pense que c'est beaucoup ça qu'on a à apprendre quand on en écoute. Moi, c'est à chaque fois, c'est de me dire ok, il y a une convivialité, il y a une intimité, il y a quelque chose qui est accrochant, il y a quelque chose qui est attachant, puis ça c'est important aussi de... Mais il y a aussi l'aspect technique que tu peux écouter quand tu écoutes les productions qui se font en général. Puis là, mon conseil, ce serait d'aller voir, d'aller jeter une oreille, tu sais, aux productions qui sont primées tous les ans dans les festivals comme Longueur d'onde ou Phonorgia ou des choses comme ça. Ça permet quand même d'ouvrir tes horizons en termes de langage sonore, puis en termes d'audio. Puis encore une fois, écouter aussi quand tu es en production, quoi. Dès le début, la personne avec qui tu travailles, commence par l'écouter avant d'imaginer ton projet, avant de prendre des décisions. Écoute d'abord ce que la personne te dit, puis comment elle te le dit. Essaie de comprendre le plus possible qu'est-ce que c'est qu'elle veut te dire, même si les mots sont pas toujours exactement les bons. Puis après, quand tu enregistres des gens, prends le temps de les écouter. Meuble pas tous les silences. Laisse le silence vivre. Si la personne elle a besoin de 10 secondes pour chercher son idée d'après, t'es pas obligé de parler. Et puis quand tu vas dérocher, la même chose. Écoute, prends le temps d'écouter. Va peut-être pas tout de suite chercher la clip sur ton descript qui sonne bien à l'écrit, parce que finalement peut-être qu'à l'audio c'est autre chose qui se passe. C'est peut-être qu'à l'audio la force elle est ailleurs, à un autre moment. Qui est pas dans les mots. On l'a vu d'ailleurs, Cédric, je te coupe, mais on l'a remarqué, nous, quand on écoute, et moi en tout cas je l'ai remarqué, quand on travaille sur un scénario d'épisode qui est écrit, vraiment très écrit, réécrit, on le fait plusieurs fois, et qu'on l'écoute, moi je découvre des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas, que je ne voyais pas du tout à l'écrit. Donc vraiment, le passage à l'audio, c'est clair que c'est un changement radical dans l'appréhension qu'on peut avoir du projet. Puisque je retiens de ce que tu viens de dire, et moi je l'ai fait à titre personnel, c'est que au fond, il y a toujours quelque chose de bon à apprendre un peu partout. Donc tout ça, au fond, c'est d'aller, pas de penser en bloc, mais de penser en petits morceaux qu'on peut ajouter dans son propre travail. Je pense que c'est vraiment un très très bon conseil, ça.
Ouais, puis tu sais, justement, toi et moi, déjà, ça nous est arrivé dans des montages d'avoir des longues discussions sur la durée que doit avoir un silence dans une entrevue où il s'est passé un moment de silence de 2 minutes, ou peut-être pas, j'ai l'impression que ça dure 2 minutes, mais peut-être que probablement c'était 40 secondes. Et là, de dire c'est quoi la bonne durée qu'il faut laisser en montage, tu sais, parce que ce silence-là, il vit, il exprime quelque chose, mais à partir de quand l'auditeur pense qu'il y a un bug technique, à partir de quand tu sais, on vit la tension du moment et tout, donc c'est de l'écoute. Puis ça m'amènerait peut-être à juste un dernier conseil, je sais qu'on veut couper, mais... Non, vas-y. Ces conseils-là, que moi j'ai appris beaucoup avec que ça m'a pris quand même du temps là, d'apprendre ça, puis d'intégrer ça, mais c'est très difficile de faire écouter son travail, puis d'accepter la critique, puis d'accepter les commentaires, mais c'est tellement essentiel, tu sais, surtout qu'on travaille beaucoup en très petites équipes. Fait que là, moi, maintenant, c'est quelque chose où j'ai comme réussi avec les années, tu sais, à être moins susceptible quand je reçois des commentaires d'écoute, à me dire, OK, je prends 24-48 heures, je digère ça, je redescends de peut-être mon ego qui a été piqué, ou peut-être que mais tous ces commentaires d'écoute là, maintenant, moi je vais en chercher le plus possible, le plus tôt possible dans le processus, faire écouter à des gens, voir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé. C'est pas tout le temps, je vais pas tout le temps faire ce qu'ils me disent de faire, mais par contre c'est vraiment essentiel, je trouve, parce que ça pallie justement au fait qu'on est très peu nombreux dans notre équipe, puis qu'à un moment, t'as les oreilles tellement, t'as le cerveau tellement dans ton affaire que tu sais, t'es un peu en cercle vicieux tout seul. Là. Puis nous, on l'a appris parce qu'on a été tous les deux hyper méticuleux et hyper pointilleux. Et moi, j'ai beaucoup appris à travailler avec toi par rapport à ça, à accepter beaucoup la critique, à accepter le jugement sur son travail. Mais je crois qu'à la fin, tout cet ensemble-là, c'est quand même ça qui nous pousse vers le meilleur. Puis c'est jamais je le vois très différemment aujourd'hui, c'est jamais des problèmes, c'est toujours des possibilités d'autres solutions ou d'autres façons de faire. Puis je pense que ça, c'est vraiment intéressant dans le travail qu'on mène. Surtout que notre objectif, c'est de fournir à tous, c'est toujours le meilleur résultat, la meilleure écoute possible pour les gens qui vont écouter le travail qui est mené. Cédric, je te remercie infiniment. Je pense qu'on aurait passé beaucoup plus de temps à discuter. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les gars, on va maintenant libérer Cédric et puis on va faire 2-3 petites échanges. Moi, je voudrais juste vous replacer pour nos auditeurs et auditrices le fait que il y a le groupe Facebook qui s'appelle le Café du Podcast pour les créateurs de podcasts et balados qui existent, auquel vous pouvez adhérer. Et j'ai créé en parallèle du podcast une infolettre qui s'appelle Le Podcastologue, qui est une infolettre sur LinkedIn. Alors vous les gars, je vous laisse faire votre annonce du moment. Je vous rappelle simplement qu'il y a radiomoncarnet.com qui est toujours là pour entendre de la tech en continu, qui est le meilleur de Mon Carnet, le podcast. Oui, la radio web que tu as créée, Bruno, c'est assez extraordinaire. Faisait de la radio, fait du podcast et fait de la radio avec du podcast. Bravo Bruno, c'est très 360. Fort. Ouais, c'est du 360. Philippe, quelque chose à part la sortie du prochain podcast mag au mois de janvier, à la mi-janvier. Exactement, la sortie, si tout se passe bien, donc on sortira fin janvier et on sera au festival Longueur d'onde que je n'ai jamais encore fait parce que ça tombait toujours dans les périodes du salon de la radio fin janvier, début février, et là, pour une fois, étant donné qu'il n'y aura pas de salon de la radio en 2023 mais en 2024, eh bien je pourrais aller au festival Longueur d'onde et on devrait distribuer le podcast magazine, enfin vendre puisqu'il n'est pas donné, notre magazine. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs en ligne. Il est à 6,90, honnêtement, 196 pages à 6,90, faudrait vraiment pour s'en priver. Messieurs, je vous remercie. En ce qui me concerne, c'était un épisode super intéressant. Ça met fin à ce 2e épisode du Podcastologue. Merci à toi, Cédric. Merci à mes complices Bruno et Philippe. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ce podcast est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par Bruno Guglielminetti et moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue musical de BAM Music. Et je remercie notre partenaire Edisound, dont vous pouvez consulter le site à edisound.com. Quant à nous, eh bien, on
se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Podcastologue. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et partout ailleurs le bien que vous avez pensé de cet épisode. Recommandez-le à vos amis, à vos voisins, parlez-en autour de vous. À très bientôt et que l'audio soit avec vous. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster. I thought that I forgot. Give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go.